Aujourd'hui, je vous parle de traumatisme amoureux. Je suis Cyrine Benmamou, je suis docteur en neurosciences et thérapeute. J'étudie le traumatisme depuis 2003 et le traumatisme amoureux, c'est un cas particulier de traumatisme et en réalité, les caractéristiques du traumatisme en général se retrouvent dans le traumatisme amoureux. Simplement, ça prend des formes particulières. Et je vous en parle aujourd'hui, d'abord parce que beaucoup de personnes en souffrent sans comprendre réellement la véritable dynamique de leur traumatisme qui est d'abord d'origine interne et qui se manifeste ensuite dans leur vie amoureuse. Alors je fais exactement la même distinction sur le plan amoureux entre le trauma et le traumatisme. Je l'ai déjà évoqué dans d'autres formations que vous pourrez consulter sur mon site internet, mais dans tous les cas, je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Le trauma et le traumatisme sont deux termes que j'utilise pour désigner deux choses différentes. Le trauma, c'est l'événement traumatique, c'est un événement qui s'est produit, qui a réellement eu lieu, qui a donc eu un début et une fin. Dans le domaine amoureux, ça pourrait être une rupture, un deuil, enfin la disparition de la personne aimée. Ça peut être une tromperie, voilà, une infidélité. Ça peut être le fait d'avoir été agressé par un inconnu ou agressé par son partenaire amoureux. Ça peut remonter aussi à l'enfance, c'est-à-dire des dynamiques d'attachement affectif problématiques qui ont des répercussions sur le développement de l'enfant, de la personne, donc qui à l'âge adulte peut en être affecté. Mais vous voyez, le trauma, ça reste quelque chose qui s'est produit, et donc qu'on s'en souvienne ou qu'on s'en souvienne pas, c'est vraiment une réalité, un événement. Après, le traumatisme, c'est une conséquence possible du trauma, mais ce n'est pas la seule. C'est-à-dire que quand il y a un trauma, il peut y avoir traumatisme, c'est-à-dire un stress traumatique qui se prolonge bien au-delà de l'événement, qui en devient même indépendant, dans le sens où l'événement est terminé et ce mode de fonctionnement traumatique continue. Mais l'autre possibilité de développement après le trauma, c'est la croissance post-traumatique. Ça veut dire un changement qui est induit à nouveau par le trauma, comme le traumatisme, sauf que là c'est un changement positif. C'est une croissance, un apprentissage, on devient une meilleure version de soi. Dans le domaine amoureux, on devient capable d'aimer mieux, d'aimer plus profondément, de manière plus authentique, on développe des compétences relationnelles plus riches, plus subtiles aussi peut-être, bref, il y a un agrandissement, un épanouissement de soi, des possibilités sur le plan amoureux. Alors, comment se fait-il que certaines personnes glissent du trauma au traumatisme amoureux, c'est-à-dire qui finalement vont avoir une vie amoureuse perturbée sur le long terme, alors que d'autres sont capables non seulement de guérir de la blessure, mais de la transformer en quelque chose de se transformer en un meilleur amoureux, une meilleure amoureuse, grâce à cette épreuve. Eh bien, tout dépend justement de la manière dont on a non seulement vécu, mais ensuite assimilé, intégré ou pas les conséquences du trauma. Aujourd'hui, je vous parle du traumatisme amoureux parce que je rencontre beaucoup de personnes qui se sentent victimes dans leur vie amoureuse et parce que simplement elles n'arrivent pas à voir où est leur lieu de pouvoir. J'ai même des personnes qui me disent « mais moi je suis prête à rencontrer quelqu'un, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais ça fait des années que j'attends et la vie ne me présente personne. » Donc quand on rencontre des cas comme ça, c'est que les mécanismes de défense sont tellement puissants et inconscients que la personne se croit victime des circonstances. Parce que quand même, nous sommes 7 milliards d'humains sur la planète,
Je veux bien qu'on ne rencontre pas l'homme ou la femme de sa vie à tous les coins de rue, mais quand même, quand ça fait des années que consciemment il y a une réelle volonté d'être en relation de couple, mais qu'il ne se passe rien, c'est que, enfin, ce serait moi, j'irais vraiment explorer ça en profondeur. Et c'est vraiment ce que je vous conseille, quelle que soit la nature de votre problématique sur le plan amoureux, plus vous allez l'étudier, le comprendre, et mieux vous allez être en mesure de transmuter, comme les alchimistes, le plomb en or. C'est vraiment le processus de croissance post-traumatique, c'est-à-dire de faire des pires drames de notre vie des choses qui nous rendent meilleurs nous-mêmes et qui rendent notre vie meilleure. Alors, aujourd'hui, je n'ai que quelques minutes pour vous parler. Je voudrais, pour vous aider à y voir plus clair dans le traumatisme amoureux, vous présenter le modèle de Sternberg, que vous connaissez peut-être. Je l'utilise ici non pas pour explorer le modèle en soi, mais pour me faciliter la communication avec vous, puisque Sternberg a donc étudié les relations amoureuses et selon lui, il nous a livré en tout cas un modèle dans lequel il y a 3 composants de la relation amoureuse pour pouvoir dire que c'est un amour complet. Donc j'utilise les termes qu'il a utilisés lui-même. Je suis sûre que c'est une traduction en français, mais c'était à la base, je pense, ça a été publié en anglais, si je ne m'abuse. Et donc, dans le modèle triangulaire donc, de l'amour de Sternberg, pour parler d'un amour complet, il doit y avoir la dimension de la passion, il doit y avoir l'intimité et l'engagement. Ok ? Et plus ces 3 dimensions de la relation sont développées, sont exprimées, sont réelles, et plus l'amour va être complet. Alors, il entend par passion la dimension vraiment plus charnelle, physiologique, hormonale, passionnelle de la relation amoureuse. Par l'intimité, il entend la capacité de parler, de partager avec le partenaire le vécu vraiment affectif, émotionnel, qu'il soit confortable ou inconfortable, avec le partenaire et en ce qui concerne la relation. Parce que des fois, certaines personnes sont capables de parler de leur ressenti, de leur vécu, mais en évoquant des questions ou des problématiques extérieures au couple. Ça, c'est ce qu'on appelle de la pseudo-intimité. Pour qu'il y ait une réelle intimité, il faut être en mesure de dire à l'autre en face voilà ce que j'aime, voilà ce qui me dérange, voilà ce qui va bien, ce qui va pas, voilà. Vous voyez, exprimer vraiment son ressenti intime en toute authenticité. Et voilà, c'est donc la dimension de l'intimité amoureuse. 3e pôle de l'amour complet selon Sternberg, c'est l'engagement. Là, l'engagement, ça fait intervenir donc vraiment la durée de la relation. Donc on s'engage à partir de valeurs, à partir de vraiment de, comment dire, une réflexion, à partir d'une maturité, du choix vraiment conscient de former un couple avec l'autre personne. Pour Sternberg, l'amour est complet lorsque ces 3 dimensions sont présentes. Lorsqu'il n'y en a que 2, donc si on parle de, mettons, une relation où il y aurait de la passion et de l'intimité, mais il n'y a pas d'engagement, il parle soit de la période de l'amour naissant, c'est-à-dire le début d'une relation où on ne s'est pas encore engagé, ou alors, s'il n'y a pas d'engagement du tout, c'est une passade amoureuse, c'est une aventure sans lendemain. Okay ? Lorsqu'il y a l'intimité et l'engagement, mais qu'il n'y a pas ou qu'il n'y a plus la passion, ça fait une relation de compagnonnage, mais ce n'est pas un amour complet. Okay, il manque le côté charnel, le côté passionnel. Et
S'il y a l'absence d'intimité, et ça arrive parfois que dans un couple, l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre ne soit pas en mesure de s'ouvrir à l'intimité vis-à-vis de son partenaire, mais s'il y a le côté passionnel et l'engagement, Sternberg nous dit que ça donne un amour fou. Alors pourquoi un amour fou? Parce qu'il est alimenté par cette flamme passionnelle qui a un engagement à long terme, donc c'est une relation qui dure, mais le côté fou, c'est à la fois le côté vraiment énergisant de la passion amoureuse, mais aussi un peu le côté déconnecté de l'intériorité, l'incapacité sur le long terme d'être dans une relation intime, de nommer ses émotions, ses ressentis, ses besoins, etc. C'est vrai que ça a un côté un petit peu fou lorsque la relation se prolonge. En tout cas, moi je vous livre le modèle au même prix que je l'ai reçu. Donc, je voulais l'utiliser simplement pour explorer maintenant avec vous les aspects traumatiques de la relation. Ou comment un traumatisme amoureux peut se manifester dans la relation pour empêcher de vivre l'amour complet. Ok? Alors, si je vous le donne globalement avant de rentrer dans les détails, il peut y avoir deux manières de vivre une relation, d'avoir une vie amoureuse traumatique. La première, c'est dans une hyper-intensité. Exactement comme les phénomènes de panique et d'hypervigilance, mais transposés sur le plan amoureux, ça veut dire que soit c'est des relations très intenses, très conflictuelles, très passionnelles, voire des amours qui deviennent impossibles, ou beaucoup de relations, mais de courte durée, toujours avec cette intensité, et il se peut même qu'il y ait une recherche d'intensité, que la personne ne soit pas capable de concevoir la relation amoureuse à l'extérieur d'une telle intensité, sauf que sur le long terme, c'est invivable. D'accord? C'est une espèce d'hyperactivité amoureuse. Et ça peut être destructeur pour soi, pour la relation, bref. L'autre versant du traumatisme amoureux, c'est à l'opposé une vie amoureuse très calme, trop calme. Alors soit qu'il n'y a pas de relation amoureuse du tout, ça ne peut pas être plus calme que ça, ou bien il y a une relation amoureuse, mais c'est éteint, il n'y a plus vraiment de... C'est pas une relation vivante, c'est pas un amour vivant, et donc voilà, c'est les deux extrêmes d'un continuum qui finalement c'est tout à fait normal dans une relation qui ait des hauts et des bas, comme dans toute vie. Ce qui devient problématique et difficile à vivre sur le long terme, c'est lorsque c'est trop intense ou pas assez intense. Alors si je reviens maintenant à mon modèle, au modèle de Sternberg, vous voyez que le traumatisme amoureux, le comportement traumatique, il peut se manifester dans un des trois éléments de la relation. Et si je vous partage ce modèle, c'est pour vous aider à identifier, si vous avez des difficultés amoureuses récurrentes, vous pourriez identifier peut-être grâce à ce modèle déjà dans quelle dimension de la relation vous devez peut-être acquérir de nouvelles compétences ou guérir des blessures du passé, et probablement les deux. Puisque, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je vous le redis aujourd'hui, le traumatisme, c'est finalement une impasse de croissance. Je mentionnais au début de la vidéo le stress post-traumatique et la croissance post-traumatique. Donc le traumatisme, c'est l'absence de croissance post-traumatique. C'est l'envers de la médaille, c'est l'ombre de la croissance. Donc ce que j'essaye de faire en vous présentant ce modèle, c'est de vous expliquer comment le traumatisme peut se manifester. Dans la dimension donc passionnelle de la relation, le traumatisme
voilà, ça fait une relation qui manque de passion. La dimension plus charnelle est difficile, compliquée, voire inexistante. Et ça peut être dû à plein de choses, hein. Je peux vous donner quelques exemples. Ça peut être une éducation extrêmement rigide ou conservatrice. Ça peut être des blessures précoces pendant le développement, soit des abus physiques qui soient sexuels ou non sexuels. Ça peut être des carences de toucher, l'absence de toucher aimant, respectueux. Il peut parfois aussi, j'ai accompagné une personne qui avait des difficultés sur le plan amoureux et sexuel, qui semblaient liées, en tout cas d'après ce qu'elle m'a dit, à des hospitalisations très précoces quand elle était bébé, avec des chirurgies, enfin des processus qui ont été vécus comme très intrusifs par son corps, à tel point que voilà, ça se répercute aussi dans sa vie amoureuse. Mais avant tout, c'est une souffrance du corps, c'est un stress physiologique, somatique, traumatique, qui fait que tout contact physique rapproché est difficile, et a fortiori une relation ou une vie sexuelle. Donc pour les personnes qui souffrent dans ce domaine-là, il est important de vraiment d'élargir les horizons, d'ouvrir la perspective à la possibilité que le trauma puisse ne pas être un trauma sexuel, ni amoureux. Il se peut que ce soit simplement une difficulté à être touché, une difficulté à se sentir pleinement dans son corps, pleinement libre dans son corps. Et tout comme n'importe quel traumatisme, vous n'avez pas besoin de savoir la cause pour guérir, puisque ce qui a besoin d'être guéri, c'est la conséquence. C'est ce qui se manifeste aujourd'hui dans votre vie. Donc un travail somatique, un travail d'approfondissement de la conscience corporelle va permettre de toute façon de lever ces blocages. Donc, voyons maintenant au niveau de l'intimité, comment est-ce que le traumatisme peut se manifester dans l'intimité. Évidemment, là on est dans le sphère de l'affect, et ça peut, comme je vous le disais tout à l'heure, remonter aussi loin que le développement précoce dans les premiers mois, les premières années de vie, comme ça peut être dû à des blessures affectives, qu'on parle d'abandon, de rejet, de rupture, voilà. Une difficulté d'être en intimité avec l'autre, ça peut parfois renvoyer à une difficulté à être en intimité avec soi. Et ici, la clé, c'est vraiment de faire un travail d'approfondissement de la relation intérieure, d'apprendre à mieux se connaître, à mieux se comprendre, à mieux s'aimer, pour pouvoir mieux aimer l'autre, mieux s'ouvrir à l'autre. C'est de construire ou reconstruire son temple sacré sur le plan physique et sur le plan affectif, pour avoir cette sécurité intérieure, cette stabilité intérieure qui permet d'aller à la rencontre de l'autre. Et là, essentiellement, si vous souffrez de ce genre de problématique d'intimité profonde, c'est en général une relation thérapeutique qui va vous permettre d'en guérir, si vous voulez vous donner les moyens. C'est sûr que après vous pouvez guérir certaines blessures voilà, dans des relations en général au sens large. Ça va vous demander plus d'efforts, plus de conscience que si c'est un accompagnement thérapeutique approprié, adapté. Si on regarde maintenant la troisième composante de l'amour complet, qui est l'engagement, pourquoi et comment est-ce que le traumatisme amoureux affecte l'engagement? Pour plein de raisons. Ça peut être un problème d'insécurité,
Et le traumatisme engendre beaucoup de peur, d'insécurité. Dans la peur et l'insécurité, on a plus de difficultés à s'engager. Ou alors, on tombe dans la polarité inverse, c'est l'engagement insécure, c'est la dépendance, la codépendance. Sauf que là, on n'est pas dans un engagement mature, basé sur des valeurs, un choix assumé, conscient, etc. Mais c'est plutôt un engagement de compensation qui peut très bien fonctionner lorsque finalement on se trouve dans une dynamique de couple complémentaire. D'ailleurs, c'est très 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 fréquent dans un couple qui a un dépendant et un codépendant. Et jusqu'à un certain point, c'est naturel, c'est normal. Lorsque ça commence à devenir problématique, ça va avoir des conséquences, des blocages, des restrictions, etc. dans le couple, c'est là que ça vraiment exige qu'on se pose des questions pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, guérir les blessures. Donc, ça amène évidemment, le traumatisme nous amène dans cette sphère-là à nous questionner sur le sens de l'engagement, sur nos valeurs. Il se peut parfois qu'il y ait des loyautés familiales inconscientes qui déterminent le type d'engagement que l'on va avoir en couple. Et donc là, si on parle du versant traumatique, évidemment, de loyauté traumatique, de transmission traumatique transgénérationnelle, qui vont finalement venir s'infiltrer dans le couple pour reproduire des dynamiques relationnelles de nos aïeux et qui ne sont pas nécessairement adaptées à nos valeurs d'aujourd'hui. Voyez ? Donc que qu'on soit dans l'évitement de l'engagement ou dans un engagement trop strict, trop rigide, trop fidèle à des modèles qui ne correspondent pas aux valeurs des personnes qui sont impliquées ici maintenant, il y a un ménage à faire dans tout ça. Je serais d'accord. Et si je résume donc ce qui, selon moi, m'apparaît comme une forme d'engagement idéal, entre guillemets, ce serait d'être dans une liberté d'aimer et de vivre l'attachement. L'attachement, c'est autre chose que la dépendance, d'accord ? L'attachement consenti, l'attachement vraiment qui permet de voir la valeur de faire un chemin de vie, ou en tout cas un bout de chemin de vie, avec la même personne, pour honorer le lien amoureux, pour honorer le cheminement de croissance qui se fait à deux, en toute liberté. La liberté, ce n'est pas, pour moi en tout cas, ce n'est pas le fait de pouvoir aller voir ailleurs et de ne pas avoir d'attachement. Au contraire, c'est de dire « je choisis cette personne parmi toutes les autres pour faire mon chemin ». Et c'est ça qui est fantastique. Lorsqu'on est libre de partir et qu'on reste, je pense que c'est le plus bel engagement. Mais si on s'engage pour répondre à des injonctions, à des conventions, etc., on n'est pas vraiment libre d'aimer. On est de nouveau pris dans un schéma récurrent de restriction, de contrôle. Donc, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais en gros, ce que je vous encourage à faire, c'est d'évaluer, de clarifier de quelle manière vous vivez ces trois dimensions dans vos relations amoureuses actuelles, dans votre relation amoureuse actuelle ou dans vos relations amoureuses passées. Donc en résumé, vous voyez que le modèle de Sternberg nous permet de voir aussi comment l'amour complet implique toute la personne, dans toutes ses dimensions. Parce que si vous regardez la dimension de la passion, de l'intimité et de l'engagement, ça correspond à ce que moi j'ai nommé dans mon accompagnement somatique, au corps,
au cœur et à l'esprit. Donc la dimension vraiment très somatique, la dimension affective et la dimension plus consciente, cognitive. Donc c'est une perspective globale et holistique de la relation amoureuse qui met donc en jeu toutes nos dimensions, et comme vous savez que toutes les dimensions de notre être peuvent être affectées par le traumatisme, il est tout à fait normal que le traumatisme amoureux se répercute sur dans les trois dimensions de la relation amoureuse. Et c'est donc la recommandation que je peux vous faire, c'est dans un processus de conscience somatique où vous vous réappropriez votre corps en nettoyant les mémoires traumatiques du passé pour être en mesure de percevoir pleinement et s'il y a un domaine de la vie où on a envie d'être vraiment dans son corps, dans ses sensations, c'est bien dans la passion amoureuse. De se débarrasser des mémoires du passé pour être pleinement en contact avec la vie et se sentir vivant dans la relation. Okay ? Dans la sphère de l'intimité, un processus de guérison du traumatisme, une croissance post-traumatique va vous permettre de vous réapproprier votre capacité à sentir, à aimer, à vous connecter à l'autre, à recevoir autant qu'à donner. Et évidemment, dans la troisième dimension, qui est la partie la plus consciente du processus, de clarifier, de comprendre votre fonctionnement, de faire des choix alignés sur vos valeurs, sur votre identité profonde, pour que votre vie, et ici en l'occurrence votre vie amoureuse, soit le reflet de qui vous êtes réellement, et non pas la conséquence des conditionnements de vos traumas passés, que ce soit les traumas de votre vie à vous, vos blessures amoureuses antérieures, ou que ce soit les héritages traumatiques de votre famille. Vous avez envie de vous sentir vivant et pleinement vous-même. Et ceci, dans certains cas, nécessite un effort. C'est-à-dire que la croissance post-traumatique, qu'elle soit dans le domaine amoureux comme dans tous les autres domaines de la vie, nécessite un mouvement d'abord vers l'intérieur, une capacité d'introspection, d'exploration, de connexion à soi pour se transformer personnellement, individuellement, et pouvoir ensuite vivre des relations plus riches, plus authentiques, plus intéressantes. Là, je vous remets c'est à nouveau un triangle. J'aime beaucoup les triangles, visiblement. C'est une forme géométrique qui me convient. Mais c'est vrai que si vous retournez à la vidéo où je vous parle de croissance post-traumatique, l'enjeu de la croissance, c'est la transformation personnelle, la transformation relationnelle et la transformation spirituelle. Puisque, y compris dans le domaine amoureux, il y a un enjeu qui nous dépasse, qui dépasse les enjeux de la personne et du couple. C'est vraiment d'élargir notre capacité à aimer, à nous aimer en tant que, pas juste en tant qu'humanité, mais en tant qu'être vivant, vraiment d'élargir et d'agrandir notre potentiel amoureux, ou de manifester pleinement notre potentiel amoureux pour inclure la vie au sens large, tout ce que ça inclut. Je ne pensais pas pousser si loin aujourd'hui, mais écoutez, j'ai suivi l'inspiration du moment. Donc je reviens quand même, avant de vous quitter, à ce point donc du traumatisme amoureux. Je vous encourage vraiment à plonger à l'intérieur de vous en toute honnêteté pour examiner quelles sont vos blessures, quels sont vos blocages, et vous donner les moyens de les guérir et de grandir pour récupérer pleinement votre capacité à aimer, à vous aimer,
et à vous lier d'une relation amoureuse si tel est votre souhait. Si vous le voulez bien, partagez-moi vos commentaires sous la vidéo. Comme vous le savez, je lis tous vos commentaires. Je ne peux pas vous répondre individuellement, mais de temps en temps, en m'inspirant de vos réactions, eh bien, me vient l'idée de vous proposer des nouveaux thèmes de vidéos ou de formations. Donc c'est toujours très important pour moi d'avoir vos retours pour mieux vous connaître et mieux vous servir. Je vous souhaite une belle vie amoureuse. Prenez soin de vous et à très bientôt.